Bienvenue au webinaire Textile, réaliser vos achats responsables avec les structures d'insertion par l'activité économique en Île-de-France. Donc, je suis Mehdi Nekrouf, chargé de mission achat socialement responsable au Graphi. Et je suis Lorraine Planchon, chargée de mission IAE Relations Entreprises et la Fédération des acteurs de la solidarité de France et animatrice voilà, conjointement sur la filière textile IAE en Ile-de-France. Euh, donc, on organise ce webinaire dans le cadre de plusieurs webinaires thématiques. Jeudi dernier, on était sur le vélo. Novembre dernier sur le numérique. Au mois de juin, on sera sur le mobilier électroménager. Donc, ces événements, vous pouvez les consulter sur graphi.org et sur notre page LinkedIn. Donc, on a aussi rencontré des structures d'insertion qui vont parler tout à l'heure, présenter leur activité, Travail et Vie et Studio Emmaüs avec leur activité de confection, de création Les Résilientes. Et on est toujours impressionné par cette dualité à la fois d'être dans la productivité, l'accompagnement des publics et le gros travail qui est fait pour remettre sur le chemin de l'emploi pérenne des personnes qui sont en ligne d'emploi. Et on veut, dans le cadre de ces webinaires, donner un coup de projecteur à ces structures et montrer ce qu'elles font. La loi AGEC aussi, on s'est demandé si ça avait un impact sur l'implication des structures d'insertion, leur participation au marché public, notamment en termes de marché de fourniture. C'est aussi pour ça qu'on fait un peu tous ces cycles de webinaires pour mettre en avant les marchés de fourniture. Parce que c'est vrai que l'insertion par l'activité économique est un peu plus réputée pour les marchés de services et les prestations de services. Alors, un coup d'œil à vos différentes, ce que vous avez formulé dans le formulaire d'inscription. Vous voulez vous informer, connaître un peu l'offre de biens et services, et puis toujours aussi avoir des éléments pour vous aider à lancer des consultations, lancer vos marchés. Il y a une personne qui veut lancer un marché de blanchisserie, donc c'est parfait, je pense qu'on est dans le sujet. Les interventions, vous les avez vues, on va parler de confection textile, de réemploi pour l'aménagement d'espace et de blanchisserie industrielle avec Travail et Vie. En quelques mots, le Graphi, donc on est un réseau de réseaux qui représente en tout 567 structures d'insertion par l'activité économique en Île-de-France. Notre mission, c'est d'augmenter l'audience du secteur en Île-de-France. Donc, c'est 31 000 salariés en parcours d'insertion, 2 000 salariés permanents. Donc, on accompagne le développement de ces structures. Une de mes missions, c'est aussi de faire en sorte que les structures remportent des marchés publics. On sensibilise les acheteurs aussi et on les forme. Donc, pour qu'ils puissent mettre des clauses dans les marchés, qu'ils puissent profiter in fine aux structures. On travaille aussi à professionnaliser les permanents et à améliorer donc la qualité des parcours d'insertion. Et enfin, favoriser l'embauche directe en sortie de parcours IAE. Donc ça, c'est un travail qui est fait avec les services RH des entreprises. Donc, je ne sais pas si on a le temps de présenter l'IAE. En tout cas, ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'un salarié, donc une structure d'insertion, c'est une association, une entreprise classique, une TPE-PME, qui a un conventionnement insertion par l'activité économique, parce que il y a un accompagnement qui est fait au sein de la structure par des chargés d'insertion socio-professionnelle qui vont, dès qu'un salarié en parcours est recruté, l'aider donc à faire un diagnostic de ses problématiques sociales sur le logement, la santé, la mobilité, la garde des enfants, les addictions, etc. Pas mal de problématiques. Et puis l'aider tout au long du parcours d'insertion à développer ses soft skills, ses hard skills, développer la formation en situation de travail et notamment aussi grâce à des organismes de formation partenaires. Les personnes sont en contrat à durée déterminée d'insertion, c'est des CDDI, et donc qui vont durer jusqu'à 2 ans. Après ces 2 ans, la personne retrouve un CDI, un CDD, ou pourquoi pas une formation
pour continuer à développer sa professionnalisation. L'agrément dont je parlais tout à l'heure, donc il y a l'État qui délivre un agrément atelier chantier d'insertion ou entreprise d'insertion ou entreprise de travail temporaire d'insertion ou association intermédiaire. On va plutôt parler ici des ateliers chantiers d'insertion et des entreprises d'insertion qui ont des capacités techniques importantes, des équipements qui vont permettre d'exécuter les prestations. Ce qu'on peut dire aussi en introduction, c'est que l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde, notamment en raison des pesticides, des fertilisants et de la consommation d'eau aussi qui est nécessaire. Le transport aussi responsable des émissions des gaz à effet de serre. La production est énormément délocalisée. 90% des vêtements qu'on porte viennent de l'étranger, de l'Inde, du Bangladesh, du Maroc, etc. Et on a un cycle de vie des produits qui est court, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à porter des vêtements une fois, deux fois, et puis s'en débarrasser. Alors, pour ne pas dresser un tableau trop noir, on va évoquer aussi le fait que il y a sur le marché français, il y a 517 000 tonnes de TLC qui sont mis sur le marché chaque année. Les TLC, donc c'est les articles textiles, linge de maison et chaussures. Et sur cette quantité, il y a 40% des TLC qui sont collectés pour être réemployés ou réutilisés ou recyclés. Donc c'est positif et il y a une marge de manœuvre, de progression qui peut être encore intéressante. Le marché de la seconde vie des vêtements représente 1 milliard d'euros. 30% des Français disent acheter des vêtements d'occasion. Et on sait que depuis 40 ans, les structures d'insertion font de la collecte, du tri, de la revalorisation de vêtements pour le réemploi, la réutilisation via des boutiques solidaires, des ressourceries notamment. Et donc on s'est demandé avec Lorraine quelles étaient les autres activités opérées aujourd'hui par les structures d'insertion. Et ça va être intéressant aussi d'évoquer la confection textile, entre autres. Je vais laisser la parole maintenant à Lorraine pour présenter un petit peu la filière francilienne de l'insertion par l'activité économique. Alors oui, peut-être en complémentarité de ce que vient de dire Mehdi, notre rôle au niveau de l'animation de la filière textile de l'IAE en Île-de-France, c'est effectivement c'est une filière qui est née depuis 2020, en fait, contexte de pénurie nationale de masques. Et en fait, on a tout un collectif de SIAE qui se sont mobilisés, qui étaient initialement sur l'activité tri, enfin, revalorisation de textile, atelier et chantier de couture, et qui se sont mobilisés voilà, pour, au départ créer des masques. Maintenir une activité pour les salariés en insertion et rebondir face à ce contexte très tendu. Et à partir de là, un collectif s'est créé et s'est étoffé au fur et à mesure. Notre rôle, c'était effectivement d'animer, de soutenir les structures de l'IAE sur la diversification, sur le maintien de leur activité, la diversification de leur modèle économique également, et sur du relais d'information réglementaire, sur des opportunités. Et voilà, et de là, on est parti sur cette animation de la filière textile qui a vocation, d'une, à donner de la visibilité aux structures de l'IAE et à leur potentiel et à leur offre de biens et services aussi. Le deux, de soutenir leur modèle économique et leur diversification pour développer l'accès à des marchés, leur accès à des marchés et ou faire connaître leur offre auprès d'entreprises ou donneurs d'ordre pour pouvoir justement favoriser les coopérations économiques, que ce soit sur du gré à gré ou sur de l'accès à des marchés ou sur diverses prestations. Donc l'idée, c'est de faire connaître leur offre. Donc aujourd'hui, on a identifié, mais c'est pas exhaustif, parce qu'on a des structures qui se créent chaque année, de nouvelles structures sur cette activité-là. Aujourd'hui, on a 42 SIAE qui sont référencés en Île-de-France, ce qui représente 450 salariés permanents dans ces structures qui encadrent et accompagnent les personnes éloignées de l'emploi et qui représentent 1300 personnes
actuellement qui sont accompagnés dans des structures pour leur future remise sur le marché du travail traditionnel avec des compétences, voilà, des soft skills qui ont été travaillées, des freins qui ont été levés. Voilà. Donc, pour donner un petit peu le panorama des prestations proposées par les structures, on a différentes catégories. Elles interviennent sur toute la filière de la chaîne textile. Donc, effectivement, il y en a qui interviennent sur le volet collecte-tri, ça a été rappelé, c'est vraiment de là où est né le mouvement, si on peut dire. L'idée était l'idée est de réduire les déchets textiles et d'habillement, de réduire l'enfouissement aussi. Donc, on a, à partir de cette collecte et de ce tri, il y a 19 structures IAE qui vont aussi réutiliser des chutes textiles, qui vont aussi faire le tri entre des articles qui peuvent être revendus en boutique, voilà, classiquement, ou alors qui vont nécessiter réparation. Et là, on va partir sur de la couture, de la retouche et de la réparation avec également tout ce qui relève des boutons, des fermetures éclairs, etc. Pour les autres vêtements voilà, qui ne sont pas revendables en l'état, où on va avoir une partie d'upcycling des articles, alors que ce soit sur du vêtement, on va y revenir, mais il y en a d'autres qui partent aussi sur le volet, qui ont développé des compétences ameublement, décoration, où là, on va être sur des articles mobiliers. Ce qui concerne de la conception et de la création textile, donc c'est des vêtements qui sont conçus sur mesure avec cette compétence de pouvoir proposer des prototypages et jusqu'à la fabrication pour des créateurs, des designers, etc. Et aussi pour faire de la sous-traitance directement voilà, auprès de créateurs, d'entreprises en demande de certains articles spécifiques. Voilà, on peut être aussi sur de la confection de vêtements pour personnes en situation de handicap avec des spécificités. Et effectivement, on peut être aussi sur de la création de goodies ou d'accessoires divers utilisables, type porte-clés, tote bag ou d'ordinateur, et tout ça avec des articles qui auront été revalorisés puisqu'on est sur des articles ou des textiles de seconde main essentiellement, ou à la demande, ça peut être sur du neuf, mais à ce moment-là, les structures ont une démarche aussi de faire appel réfléchissent à avoir moins d'impact en termes d'achat de matière sur des types de labels GOT ou avec une réflexion sur les transports et l'acheminement des matières premières. Ensuite, voilà, on a aussi toute une activité, un point d'activité sur de la blanchisserie, repasserie, voilà, de linge, de lit, de maison, de bain, de service ou de pays également, bien sûr, d'équipements professionnels. Ça peut être également du nettoyage de tapis, tissus d'ameublement, voilà, qui peuvent être installés dans tout type de collectivité ou entreprise. On a aussi tout un pendant sur la personnalisation et l'anonymisation, qui est un gros enjeu de développement, puisqu'on a quand même pas mal d'enseignes qui font de la vente de textiles et qui sont obligées aujourd'hui de réfléchir aux invendus et du coup à cette question de l'anonymisation des équipements ou des équipements arrivés en fin de vie. Donc voilà, il y a aussi tout un axe de prestations possibles sur ce volet-là. Et enfin, on a aussi des formations et des sensibilisations voilà, auprès des écoles, pour les sensibilisations auprès de collaborateurs d'entreprise, auprès de citoyens sur des événements et également des formations, c'est-à-dire qu'on a une compétence reconnue avec des formations qualifiantes en retouche, des opérateurs de confection, voilà, qui sont délivrées plus largement. Voilà. Après, sur l'implantation, voilà, vous avez une cartographie des CAE qui est accessible sur le lien. Voilà, juste, c'est transmis en direct juste ici. Donc, vous avez la possibilité d'avoir accès à cette carte dans tous les cas et qui vous donne par catégorie l'implantation des structures. Donc ça, c'est un outil qui sera de toute façon transmis
ultérieurement. Vous avez une répartition à peu près des structures de l'IAE en Île-de-France, avec une majorité sur Paris avec 24% des structures. Voilà, un fort nombre aussi également en Seine-Saint-Denis et en Essonne. Mais après, voilà, comme vous précisez, notre volonté, c'est aussi d'accompagner la mutualisation des structures. Donc, quel que soit leur territoire d'implantation, aujourd'hui, sur des opportunités, on a la possibilité d'accompagner la mutualisation voilà, sur diverses opportunités économiques. Donc, voilà, je Oui, vais mettre on va laisser le témoignage avec Marine et Aminata pour, euh, pour parler de résilience, donc du réseau. On avait prévu de parler un peu des éléments réglementaires et juridiques. Tu as évoqué la professionnalisation avec les labels. On va pas passer tout ça en revue, mais on vous enverra le support, parce qu'on est un petit peu en retard. J'avais fait aussi un SWOT, donc sur la filière IAE. Pareil, des éléments qui vont venir, je pense, dans les témoignages. Je voulais juste vous indiquer une ressource très, très intéressante de SS France et d'Aesio Mutuel, qui nous a aidé à préparer ce webinaire, que vous pouvez consulter sur Internet en tapant ESS France, filière textile, et vous allez arriver dessus. Voilà, on indiquera les liens. Voilà, Marine et Ah, Aminata, salut Gilles. est-ce que vous êtes avec nous? On a 5 Non, minutes de non, non, je t'en retard, prie, je mais t'en c'est prie. bon. Vous avez 30 minutes, 25 minutes Ah exactement. non, c'est demain que j'ai ça. J'ai ça demain. Oui, je suis occupée en salle blanche demain, mercredi. Ah, on a Voilà. oui, on va couper le son parce qu'on a des Ouais. personnes. Marine et Aminata, vous nous entendez? Oui. Donc enchantée, moi c'est Marine. Effectivement, du coup vous avez repris le titre. Effectivement, de base je suis ingénieure textile en développement durable, mais au sein de Résilience, je suis responsable grand compte, donc au pôle développement commercial. Et Aminata, responsable RSE chez Résilience. Voilà. Donc, on peut passer à la slide suivante. On va présenter dans un premier temps Résilience. En fait, Résilience, on est un réseau d'ateliers textiles inclusifs avec donc un cœur de réseau de 16 ateliers avec lesquels on travaille en permanence et au sens large 80 ateliers, donc tous issus de l'insertion ou du handicap, et y compris l'atelier résilience, qui est l'atelier en propre, du coup, parce que tous les autres sont des ateliers partenaires, et donc l'atelier résilience qui est aussi un atelier d'insertion. Et donc résilience, donc aujourd'hui représentée par Aminata et moi-même, on est en fait une plateforme industrielle et commerciale donc basée à Roubaix avec notre atelier. Nous gérons en fait la totalité des offres textiles qui peuvent arriver sur le marché. Et donc de l'étude du produit avec le bureau d'études, méthode, donc mise en industrialisation, et puis après, en fait, tout ce qui est opération, donc suivi de prod, suivi qualité et logistique jusqu'à la livraison. Voilà, donc Résilience a été créée en 2020 suite à la pénurie de masques en France pendant la pandémie. Et en à peu près, donc un peu moins de 3 ans, ont été confectionnés donc au sein de ces 80 ateliers du réseau presque 40 millions de masques, et ce qui représentait 1200 ce qui a représenté 1200 emplois au sein du réseau. Et dernière particularité aussi de Résilience sur ce point, c'est que nous sommes agréés ESUS, donc non pas parce que nous-mêmes nous sommes une structure d'insertion, mais parce que on travaille avec les structures d'insertion et de handicap. On est acteur de l'ESS, dans l'ESS aussi. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Ok.
Donc, nos missions et nos engagements. Donc, la première est évidente, hein, c'est la raison d'être de Résilience, c'est la mission sociale. Puisque donc effectivement, voilà, la raison d'être de Résilience, c'est de créer de l'emploi. Donc à travers la confection textile. Et donc effectivement, que ce soit au sein de notre atelier ou au sein des autres ateliers partenaires, c'est effectivement de former des personnes donc éloignées de l'emploi, donc soit par l'insertion, soit par des établissements adaptés, par un parcours privilégié pour la remise en système ordinaire ou maintien d'activité pour le handicap. Ensuite, la deuxième mission qui fait que, enfin voilà, parce qu'on est basé en France et qu'on fait de la production française, donc la mission est sociétale, donc on contribue à la relocalisation industrielle textile et au développement économique des territoires. Et enfin, notre dernière mission, et pas des moindres, c'est une mission environnementale qui est évidemment donc de limiter l'impact carbone en tant qu'acteur de la filière textile, de favoriser effectivement le développement de produits durables. Et ça va même au-delà puisque effectivement, on parle aujourd'hui des achats responsables et donc nous, on fait au mieux, en tout cas, ça fait partie de la stratégie d'achat, d'acheter responsable. Voilà. Et oui, donc effectivement, j'ai pas lu la dernière, mais effectivement, on réalise un bilan carbone chaque année depuis 2020. Voilà. Aminata vous en parlera peut-être un peu après. Voilà, donc aujourd'hui, Résilience, aujourd'hui, les produits, donc on est sur de la confection textile, donc c'est de l'accessoire textile ou du vêtement, donc ça peut être vêtements image, vêtements promotionnels, un peu de prêt-à-porter, accessoires textiles, on va avoir tout ce qui est tote bag, cabas, petits sacs. On a aussi une petite partie d'upcycling. Petite enfance, on vous en parlera juste après. Et notre dernière victoire, en tout cas, dont on parle en ce moment beaucoup dans la presse, ce sont 36 000 t-shirts volontaires pour les JO, donc initiés par Decathlon au sein de l'atelier Résilience. Et puis, Voilà. il y a le marché des laveries, du nettoyage du linge des résidents du village olympique. Il y avait 2 lots. Tu disais, Marine, vous avez remporté un des lots. Nous, on a remporté que la confection. Ouais, la confection des serviettes JO, effectivement. Après, on a remporté plusieurs appels d'offres. On a fait aussi un appel d'offres pour la Charente-Maritime pour des sacs de collégiens, des sacs de sport. Donc, et donc après, on parlera aussi de la fameuse Baby Box Oui. juste après, du ministère de la Santé. Je disais ça parce qu'on a aussi la mandataire de la conciergerie solidaire qui a remporté donc en groupement le marché de nettoyage du linge des résidents du village olympique et paralympique. Ok. Voilà. Ça- Vous pouvez passer à la suite si vous voulez. Voilà. Du coup, on va vous présenter un exemple d'appel d'offres de marché public, donc qui était un appel d'offres réservé, de marché réservé, initié par le ministère de la Santé en 2022. Qui fait suite au dispositif des 1000 premiers jours, qui est une étude faite par le gouvernement et des médecins sur l'importance des 1000 premiers jours d'un enfant, assez décisif, en tout cas, enfin très décisif. Et donc le sac des 1000 premiers jours, qui est un dispositif de soutien à la parentalité et promotion de la santé dans les maternités auprès des jeunes parents pendant leur séjour à la maternité. C'est un sac de naissance qui comprend 6 objets du quotidien et qui effectivement invite à prendre de bonnes habitudes sur la santé et le bien-être de l'enfant et des parents et de la maman aussi. Donc le sac comprenait une turbulette, un bavoir, un étui à savon,
Et donc le sac, effectivement, donc ça fait 4 produits textiles finalement, et un album jeunesse, un savon et une crème hydratante. Donc vous avez la photo. Et en fait, au sein de cette baby box, donc effectivement, on retrouvait un carnet de bienvenue qui délivrait beaucoup d'informations pour les jeunes parents. Et en fait, ce dispositif était aussi un outil un peu pédagogique, un outil de travail pour les professionnels des maternités ou les sages-femmes, etc., ou voilà, dans des zones nécessaires, peut-être, je pense aussi en PMI, etc. Mm. Voilà. La force, donc effectivement, de résilience sur cet appel d'offres. Donc, c'est déjà le premier marché public de cette ampleur, en fait, en inclusion, enfin, en marché réservé, qui a été entièrement réalisé en France par des structures, donc soit insertion, soit handicap, donc pour favoriser l'emploi des personnes éloignées de l'emploi. Résilience à gérer le projet de A à Z. Donc, c'est-à-dire pour tout ce qui est partie textile, le développement des patronages, des prototypes, la mise en industrialisation, donc tout ça par le bureau d'études de résilience. Nous avons aussi géré tout le sourcing matière des produits textiles et non textiles. Donc, c'est-à-dire que donc pour la turbulette, voilà, nous avons géré l'approvisionnement, enfin le sourcing du jersey matelassé, le sergé du sac cabas, les sangles du sac cabas, etc. Et aussi, donc dans la baby box, il y avait plusieurs produits non textiles dont nous avons aussi géré le sourcing. Donc auprès de personnes aussi, d'acteurs engagés donc dans la cosmétique et aussi dans l'impression des carnets. Donc effectivement avec des critères éco-responsables et donc forcément de achat responsable. Ensuite, les opérations ont coordonné la production et la distribution, donc les approvisionnements, enfin de la coupe à l'approvisionnement des composants et des matières premières dans les ateliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près plus d'une cinquantaine d'ateliers en fait, d'ateliers de confection qui ont participé en fait à la production de ces kits des 1000 premiers jours. Donc voilà, Résilience a maîtrisé l'ensemble de la supply chain sur toute la France, de la coupe à la livraison. Et ensuite, la gestion de la qualité, puisque en fait, ce sont quand même des produits textiles qui sont destinés à des nourrissons, donc avec des normes sécurité assez élevées. Voilà. La baby box, donc en quelques chiffres, donc là vous avez le détail des produits textiles qui ont été réalisés dans combien d'ateliers, mais effectivement, donc je le disais, c'est environ 53 ateliers de confection, donc inclusifs, hein, on est bien sûr de l'insertion et du handicap, qui produisaient environ en moyenne 20 000 produits textiles chaque semaine. Ce qui représentait 150 ETP par mois, donc équivalent temps plein, au sein du réseau, donc pendant 15 mois, puisque la baby box a été produit entre mars 2022 et juin 2023. Ça représente, puisque 4 fois, donc 430 000, ça doit faire à peu près 1 720 000 produits textiles confectionnés. Nous avons mobilisé 64 petites et moyennes entreprises, puisque nous avions donc effectivement les ateliers de confection, les partenaires logistiques et les partenaires pour les produits non textiles, donc livrets et produits de soins. Et donc ainsi, à la fin, 430 000 kits de maternité ont été distribués dans 260 maternités françaises, donc toutes situées dans des communes jugées prioritaires par le gouvernement, effectivement. Voilà pour la partie opérationnelle de la baby box. Pour la partie empreinte, donc nous, ce qu'on a souhaité démontrer, c'est toute la production, on savait le faire, on a la capacité de le faire en France, on a voulu aller plus loin, c'est mesurer l'impact socio-économique du kit des 1000 premiers jours.
Pour cela, on a été accompagné, donc, pardon, slide précédente, par Utopie, qui est une agence, c'est la première agence indépendante en conseil des stratégies de développement durable. Elle a à ce jour 31 ans, cette boîte. Elle est aussi ESUS et certifiée B Corp et EcoVadis également. Slide suivante. Alors, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que en prenant donc sur toute la chaîne de production, on a réussi à démontrer qu'il y avait 460 emplois en moyenne par mois que l'activité de résilience soutenait. Donc, on est parti sur une période de référence de 16 mois. Donc, on est parti sur les emplois directs de la plateforme résilience, là où nous sommes. On a été chercher donc les emplois dans les entreprises inclusives, donc de l'insertion et de handicap, on est à 242. On a été chercher donc les 262 d'emplois directs dans la chaîne de nos fournisseurs, donc les coupeurs, les producteurs de crème et de savon. Et ensuite, on a été chercher des emplois induits. Donc, par la consommation de ménage et par les dépenses des administrations publiques, on sait qu'on génère des emplois, donc on a été les chercher aussi. C'est un logiciel qui a été développé par Utopie, qui s'appelle Footprints et qui nous a aidé à ce calcul. Slide suivante, s'il vous plaît. On a mesuré donc les emplois, c'est bien, mais au-delà de ça, on a voulu aller encore un peu plus loin, montrer qu'investir en France génère de la richesse. Donc, on a réussi à démontrer, donc toujours par cette méthodologie, que le montant de la commande, donc, qui a représenté 23 millions d'euros en France, aurait coûté en Chine à peu près 5 millions. On a réussi à générer sur les 16 mois 15 millions de richesses en France contre 1 million 300 en Chine. Et toujours, on soutient, donc, on l'a fait tout précédemment, 460 emplois, alors que si la production avait été faite en France, on n'aurait soutenu que 36 emplois en France. Donc, on est parti donc sur la fin de la chaîne, c'est-à-dire que une fois que les kits seraient revenus en France, la livraison auprès des maternités n'aurait soutenu que 36 emplois. Slide suivant, pardon. Donc, on a vu la partie production, on a vu donc l'emploi et la richesse. Donc, maintenant, on a souhaité aller un peu plus loin et se dire quel impact financier pour investir en France, quel est l'impact financier pour l'État et le contribuable. Donc, on est parti d'un calcul assez simple, c'est qu'on s'est dit, je ne l'ai pas dit, mais la méthode de calcul le dit. Donc, les recettes pour la collectivité plus les coûts évités. Donc, quand on parle de recettes, on a toute la partie cotisation patronale, salariale et les salaires de la plateforme résilience, ainsi que la TVA. On parle de coûts évités, donc toutes les aides que les salariés touchent avant l'insertion, donc le RSA, l'allocation adulte handicapé et les APL ou les autres frais de santé. Donc on additionne ces deux charges, et ensuite on vient déduire les coûts pour la collectivité, c'est-à-dire que ces coûts sont incompressibles, l'État va devoir, quoi qu'il en soit, devoir les verser. Donc les aides au poste, les compléments des aides d'insertion, donc on prend l'exemple de l'allocation handicapé ou les APL, et la prime d'activité. En faisant ce calcul, si on va sur la slide suivante, on arrive à se dire qu'on fait un bénéfice. Donc on additionne les recettes et les coûts évités pour la collectivité, on vient déduire les coûts de la collectivité qu'elle aura forcément. Donc en divisant 5 millions par 4 millions, on arrive à 1,30 million. Et donc, on arrive à se dire que si l'État a investi 1 euro chez Résilience, il a eu un retour sur investissement de 31 centimes. Donc, investir en France, on a du gain aujourd'hui, on le voit. Investir dans les entreprises inclusives, on a un autre gain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée de la richesse, on crée de l'emploi, mais aussi on a un retour sur investissement. Donc, le trio gagnant, pourquoi hésiter? Sur la slide suivante, donc on s'est fait un petit récap, je vous ai mis un petit récap. Donc, on sait que investir en France, avoir des entreprises inclusives
qui produisent pour le compte de résilience. C'est donc 15 millions de chiffres d'affaires qui ont été générés, 460 emplois qui ont été soutenus en moyenne par mois et 1 million de gains pour la collectivité, puisqu'on a fait le calcul précédemment, donc il y a forcément un gain et ça a été prouvé. Je vous laisse passer à la slide suivante. On a aujourd'hui, on a réussi à faire l'état des lieux sur la partie emploi, richesse, et on a souhaité aller encore plus loin et se dire pourquoi pas mesurer l'impact de nos produits. Donc Marine l'a dit tout à l'heure, on est parti d'un sourcing matière, on a fait des achats responsables, on a souhaité être aligné, mettre nos missions au cœur de ce projet. Donc c'est pourquoi on a réalisé des analyses de cycle de vie, on est parti chercher des impacts environnementaux. Là, je vous ai mis 2 produits, mais on a été chercher sur tout le kit. Donc aujourd'hui, on voit que la turbulette que l'on a sourcée et confectionnée, elle est à 8,63 de kg CO équivalent contre 17,26 si on avait un produit similaire en Chine. Et pareil pour le bavard, on est à 3,02 de kg CO2 équivalent contre 5,80 en Chine. Donc, on démontre aussi par ce biais environnemental, donc pas uniquement sur la partie sociale, sur le biais environnemental, que avoir un sourcing responsable et de faire confectionner en France, on a un gain environnemental non négligeable. Donc, je le répète, pourquoi attendre? Sur la slide suivante, je pense qu'on a, voilà. Ce qui Marine a annoncé tout à l'heure, donc nous, on est donc une de nos missions, c'est la partie environnementale. On a souhaité boucler la boucle et se dire, on a fait un sourcing matière, on est parti en confection. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait de nos déchets? Donc, on a réussi à revaloriser donc 6 tonnes de chute de coupe de nos turbulettes en feutrine rembourrage donc pour les matelas, avec un partenaire qui s'appelle Sorotex, qui est en France, du coup. Et c'est voilà, c'est comment est-ce qu'on boucle la boucle et de se dire que notre job, on l'a fait jusqu'au bout et pouvoir être serein. Je pense que on a une autre slide. Et comment terminer cela sans vous mettre les belles histoires qui ont accompagné ce projet. Donc, on a Sabrina sur l'atelier de CATM qui nous a retracé son témoignage. Mais mes yeux préféreront lire celui d'Asma qui est en plus grand. Donc, Asma qui est sur l'atelier de fer et qui nous a dit donc qu'elle a grandi au Maroc, elle a obtenu un diplôme de modéliste. Et donc, pour elle, elle aime la couture, elle connaît les machines, elle adore confectionner pour les autres. Elle a été très heureuse de retrouver un travail en lien avec la couture. La confection de la turbulette lui a apporté énormément de plaisir. Elle n'a pas d'enfant et confectionner des turbulettes, c'est donner du bonheur aux mamans. Et je pense qu'on peut être fier de ses parcours et de ses sorties. Et de se dire qu'aujourd'hui, les structures d'insertion arrivent à faire le travail, sortir des personnes de l'emploi et de pouvoir les remettre sur le marché classique, c'est satisfaisant. C'est gratifiant. Ouais, gratifiant. Je pense qu'on a une autre slide. Ah oui, alors Oui. je crois que c'est terminé. On revient après sur une des structures d'insertion qui a participé à l'opération, Oui. qui s'appelle Faire et Refaire. Je ne sais pas si avant vous avez des questions, s'il y a des questions parmi les participants. Tout le monde a l'air impressionné par votre mesure d'impact. Merci. Ça met la barre haute pour les prochains témoignants. Ça, c'est inspirant. Et combien de matelas vous avez obtenu avec les rechutes? Des 6 tonnes, alors combien de matelas je serais dans la capacité de vous donner le nombre, mais je pourrais demander. Je vous embête. Mais 6 tonnes, c'est énorme. Hein. Ok.
Peut-être en complémentarité de l'action de résilience, l'idée c'était aussi de présenter peut-être l'atelier de confection faire et refaire qui a fait partie de cette opération et c'est une des SIAE en Île-de-France qui a été mobilisée sur la confection. Donc atelier faire et refaire, c'est un chantier d'insertion qui a été créé en 2006 qui a 6 salariés en insertion qui sont, enfin 6 salariés pardon, permanents mobilisés sur ce chantier d'insertion avec 25 personnes accompagnées chaque année. Donc là, on a des illustrations de leur activité puisqu'ils réalisent des petites et des moyennes séries d'accessoires et de prêt-à-porter. Donc là, on a des exemples de la collection d'automne sur le type de réalisation qui peuvent être faites. Avec des kakimonos, des articles zéro déchet, lingettes démaquillantes, etc. Donc là, c'est quelques illustrations et puis on voit l'atelier en image aussi sur de la confection de bananes notamment, avec les coordonnées d'une des co-directrices je serai ravie de répondre à vos questions si vous avez besoin de plus d'informations. Je sais que ce qui nous avait été remonté, c'était que la participation à ce type d'opération a permis aussi au chantier une montée en compétences sur de la rigueur, sur de la remise à plat d'un certain nombre de process dans l'atelier. Donc, c'est aussi la plus-value de participer à des grosses opérations aussi de ce style et à des marchés, c'est que les structures s'outillent, montent en compétences encore voilà, davantage par le gré des opportunités et des prestations qu'elles vont pouvoir proposer. Donc, voilà, faire appel aussi à ces structures, c'est aussi leur permettre de les soutenir pour leur développement. Voilà, donc dans la continuité, c'est une association qui est reconnue ESUS et qui est un opérateur de production, on ne l'a pas dit, mais du coup qui est basé en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis plus précisément. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions pour Marine et Aminata? Je crois que c'était hyper clair et hyper inspirant. Merci beaucoup. Les deux, on va aller maintenant voir Studio Emmaüs avec l'atelier Les Résilientes. On est ravi d'avoir Anne Caillebotte du Studio Emmaüs qui peut-être peut présenter quelques mots. Je ne sais pas si Anne est là. Oui, je suis là. Je suis là. Et puis on a une cliente, Clara Simet du Grand 8. Je te laisse la parole. Je m'ai entendu. Je vous laisse la parole. Ah, merci beaucoup. Du coup, effectivement, moi, je représente le Studio Emmaüs, qui est, si vous pouvez passer le slide suivant. Voilà, qui est un collectif qui regroupe différents ateliers du mouvement Emmaüs, qui font de la création à partir de matières, de gisements de récupération. Avec à chaque fois, donc les ateliers reposent sur trois piliers. L'insertion, le réemploi, puisqu'on travaille à partir de matières qui ne pourraient pas être vendues en l'état, et le design, le beau, les beaux produits. Est-ce que vous pouvez passer le slide suivant? Donc moi, je vais vraiment vous faire un peu un panorama de ce que ces différents ateliers peuvent faire, puisque les résilientes, ceux qui font partie du collectif, ont détaillé leur activité par la suite. Mais au sein du mouvement et du collectif, il y a différents ateliers qui sont positionnés à la fois sur la confection de produits. Ça peut être des cadeaux de fin d'année, des objets promotionnels. En matière, on a du textile, mais on a, voilà, ça peut être un peu du cuir, ça peut être d'autres choses. De l'aménagement d'intérieur sur mesure, du mobilier, de la décoration d'intérieur, des solutions acoustiques, ça vous le découvrirez en grande partie avec les résilientes. Et la dernière partie, c'est plutôt de l'animation d'ateliers de sensibilisation autour du réemploi. Sur divers produits, là, j'ai voulu en mettre quelques-uns pour donner un peu des idées et que ce soit un peu plus clair, mais on peut imaginer vraiment beaucoup de choses, de produits ou d'activités communes
Donc, je passe la parole à Eugénie. Donc, bonjour, moi je suis. On est dans la même salle avec Anne, donc juste couper son micro. Moi, je suis Eugénie de la Rivière et je suis à l'initiative du projet qui s'appelle Les Résilientes, qui est un studio de design en milieu d'insertion professionnelle. Pour vous placer un peu le projet, on fait partie du mouvement Emmaüs. En France, le mouvement Emmaüs, c'est une fédération d'associations qui sont toutes indépendantes les unes des autres. On a 300 groupes qui œuvrent toutes à lutter contre la précarité à travers les activités que vous connaissez qui sont principalement le bric-à-brac, les communautés, les ateliers chantiers d'insertion et les entreprises d'insertion. Aujourd'hui, nous, on fait partie d'un Emmaüs qui s'appelle Emmaüs Alternative, qui a 30 ans d'activité et qui a la particularité de travailler d'avoir un pôle vraiment action sociale hébergement et un pôle insertion par l'activité économique. On fait partie de ce pôle insertion par l'activité économique. Je ne vais pas rappeler ce que c'est, on en a suffisamment entendu parler depuis le début de cette visioconférence. Nous, on a un statut entreprise d'insertion, on existe depuis janvier 2017 et aujourd'hui, il y a au sein de notre atelier une dizaine de salariés. Vous pouvez mettre la slide suivante, on va vous présenter un peu ce qu'on fait. Une dizaine de salariés qui travaillent à la production de produits qui vont être faits à partir d'upcycling. Donc, on est 100% matériaux de réemploi. On va investir principalement l'univers de la maison et on a la chance d'avoir une surface de vente dans le 2e arrondissement au sein d'une ressourcerie dans laquelle on va aussi présenter quelques produits de mode. Mais là, aujourd'hui, je vous ai vraiment présenté un peu les produits d'univers qu'on a. Nos 10 salariés sont encadrés par 3 designers. Donc, l'idée, c'est avec leur savoir-faire qui sont principalement issus des métiers de la couture, mais pas que, et le savoir-faire des designers, on va vraiment travailler les matières pour pouvoir recréer du métrage et pouvoir faire du produit pour la maison. Sur la slide suivante, on va vous montrer comment est-ce qu'on a pu travailler avec des différents clients. Donc nous, on se positionne vraiment comme un studio de design, c'est-à-dire que les personnes peuvent venir nous voir avec une problématique et sur laquelle on va travailler pour pouvoir présenter du produit pour des petits aménagements et des décorations d'intérieur. Là, on a pu travailler avec les banques Crédit Lyonnais, où on a fait un aménagement dans leurs espaces d'accueil sur une centaine d'agences à travers la France. Ça se constituait de petits tabourets en papier, de coussins et de tentures. Et quelques années après, on a aussi travaillé avec la Banque Postale sur une commande assez similaire, qui était aussi de pouvoir chaloriser leurs espaces d'accueil. C'est des espaces qui ont été repensés et en fait où il y avait besoin d'avoir un peu plus d'âme dans ces espaces. Donc on a travaillé à partir de matériaux. Sur la slide suivante, vous allez voir un peu les différents produits qu'on a pu développer pour eux. Donc qui vont de la voilà, tenture murale, aux petits coussins, aux petits bouts de canapé sur les différents espaces. Ensuite, aujourd'hui, j'ai invité, on a invité, et je remercie bien fort Clara de chez Grand 8 qui a travaillé avec nous sur des solutions, sur différentes solutions. Avant, je viens de voir que j'avais mis un autre projet entre les deux. Donc, sur la slide suivante, je vous présente juste, on fait beaucoup de solutions acoustiques qui sont des panneaux acoustiques qu'on peut installer ici. C'était pour la Comédie Française où la fabrication, c'est qu'on va travailler, nous, sur une matière textile vraiment faite à partir de l'agglomération de chutes de textiles, de vêtements qu'on va découper pour recréer du métrage. Là, la Comédie Française nous avait envoyé leur costume déclassé pour lequel on a développé, sur l'image suivante, je pense qu'on verra un peu mieux la matière, pour lequel on avait, voilà, on découpe, on réassemble et ça nous permet de créer des panneaux qui ont ensuite intégré leur cafétéria. Et ces panneaux acoustiques, c'est aussi un sujet qu'on a fait pour les canaux. Et donc Clara est là et qui va pouvoir un peu échanger avec nous sur la partie acheteur et commanditaire, parce que c'est une partie aussi qui est importante dans notre façon de travailler. Donc, vous voyez ici, en fait, les parois acoustiques qui avaient été développées pour les canaux. Mais peut-être que Clara, tu peux en dire un peu plus sur votre activité et sur la manière dont vous aviez approché pour ce projet-là. Oui, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, c'était un projet qui était une commande de la ville de Paris pour la réhabilitation globale d'un bâtiment.
Et on a souhaité pouvoir faire intervenir des entreprises d'insertion et des artisans avec lesquels on était déjà partenaires disons, sur la sphère nord-est parisien et nord-est francilien. Et on avait déjà commencé une histoire avec les Résilients dans le cadre d'un premier projet qui n'avait pas tout à fait abouti, mais enfin qui avait quand même donné lieu à une commande pour faire des stores extérieurs. Et là, l'idée, c'était de retravailler ensemble pour créer des cloisons amovibles. C'était un besoin ici qui était de l'association des canaux qui occupe les lieux, de pouvoir à la fois ouvrir grand les espaces, mais en même temps de pouvoir les cloisonner ponctuellement. Donc, il y a un système de poulies qui permet de descendre et de monter ces cloisons. Donc, un objet assez technique, avec des performances exigeantes, un cadre de marché public, donc avec un système un montage en sous-traitance du studio des résilientes, du coup, d'une entreprise qui a pu porter en sous-traitance les interventions des résilientes et toute la confection ensuite, et donc toute la prestation. Elles sont allées jusqu'à un petit peu de pause sur site, mais l'idée était elles venaient livrer des éléments produits finalement pour le bâtiment totalement normé du point de vue du feu, etc. Et donc avec l'idée d'ouvrir aussi des marchés plus conséquents sur le bâtiment pour la filière textile d'insertion qui est encore à construire malgré tout. Qui est en cours de construction. Sur l'image suivante, on peut voir un peu comment est-ce que voilà, ces parois ont été montées. Donc, c'est marrant parce qu'à l'époque, on était aussi en partenariat avec Travail et Vie, que vous allez découvrir après. On avait invité des salariés de Travail et Vie à participer à la confection au sein de notre atelier. Et donc, en fait, ces matériaux, l'ambition des canaux, c'était d'avoir un lieu qui soit quasiment 100% de matériaux réemployés ou en tout cas éco-conçus à défaut. Donc, l'objectif aussi pour nous, c'était vraiment d'avoir que du réemploi. Donc, cette matière-là qu'on voit beaucoup dans nos produits, c'est la matière qu'on appelle rescapée. Elle est faite à partir de vêtements découpés. Vous voyez sur l'image de gauche l'assemblage, en fait. Et après, c'est un matelassage avec des métrages là qu'on avait récupérés auprès du jacquard français qui avait imprimé un rouleau qu'il ne pouvait pas utiliser, en fait. Et donc, c'est vraiment la matière a pu être 100% réemployée et en effet, après, on l'avait traitée au feu. Donc, vous voyez après la slide d'après une autre image. Voilà donc ce que ça donnait aussi avec les parois dans les pièces des canaux. On a choisi aussi de présenter un autre projet fait aussi avec Grand 8 dans le cadre des canaux. Là, parce qu'il y avait aussi un sujet qui était intéressant. Donc, nous, comme on est un studio design, nos clients peuvent nous approcher avec un cahier des charges préétabli. Et là, le cahier des charges, il était qu'il fallait remplir dans une enveloppe aussi déjà définie pour pouvoir faire pour pouvoir doubler des murs en intérieur. Et donc, pareil, c'est Clara qui était venue vers nous avec ce challenge. En tapisserie. Voilà, en tapisserie. Et donc là, la proposition qu'on fait, on montre à la slide suivante. Donc, il fallait, les murs étaient doublés d'isolation vers l'intérieur et il fallait pouvoir présenter un système de doublure en parois souples. C'était la volonté de Grand 8 que ce soit une paroi souple comme à l'ancienne en fait. Et il fallait rentrer dans une enveloppe. Donc nous, là, on se charge d'aller identifier le matériau qui allait pouvoir répondre à ces problématiques-là et avec la même question de pouvoir répondre aux normes anti-feu. Et donc, dans la slide suivante aussi, on montre. Donc, ça va être la manière dont on va répondre à Grand 8, en fait, en montrant un peu les matériaux qu'on peut utiliser. Et ensuite, on travaille sur des idées d'agencement, des dessins. Donc, finalement, c'est pas ces dessins-là qui avaient été retenus, mais je suis allée chercher un peu dans le dossier qu'on avait rendu à Grand 8, un peu comment est-ce que c'était réalisé sur place jusqu'à la pause, l'organisation avec d'autres ateliers pour la pause avec notre présence sur place. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Clara et ses équipes ont l'habitude de travailler maintenant le réemploi
Et donc, ils savent intégrer nos ateliers très, très en amont. Ce qui est assez important dans nos savoir-faire, c'est que finalement, le réemploi, il faut y penser très en amont et pas forcément en en fin de chantier. J'ajouterais aussi que la grande valeur ajoutée, alors on n'a pas compté cette valeur ajoutée là, on a fait une analyse du cycle de vie que j'ai pas là sous la main pour le textile, mais on n'a pas calculé toutes les autres externalités sur ces ouvrages-là. Mais j'ajouterais aussi, ce qui est très intéressant, enfin, quand tu dis qu'on mobilise très en amont, donc nous, on est un atelier d'architecture, je ne l'ai pas précisé, peut-être une coopérative, grand vite. C'est aussi ce travail de co-création avec les ateliers et qui est très spécifique aussi au réemploi, puisque les ateliers ont une connaissance particulière du matériau qui font défaut souvent aux architectes ou aux concepteurs parfois. Et donc, il y a nécessité d'un échange technique et esthétique important qui a été très passionnant sur ce projet. Donc voilà, pour récapituler, on a une dernière image de cet ouvrage en moquette de salon professionnel du coup qui avait été récupéré pour être installé sur le mur. Pour résumer, les Résilientes, nous, on se place vraiment comme un studio de design. On a une capacité de production sur faire de la conception et de la production de plus ou moins grandes séries avec une diversité de clients qui vont de pouvoir faire du petit produit pour des personnes comme l'entreprise Bompard à faire de l'architecture pour des partenaires comme Grand 8, donc à différentes échelles. Et juste peut-être pour préciser la boucle, les entreprises, je disais tout à l'heure que les résiliences dans le montage du marché étaient intervenues en sous-traitance, c'est auprès d'une coopérative donc, qui s'appelait Apishbat, qui a fermé ses portes depuis malheureusement, mais une entreprise de bâtiment et de travail et vie dans sa section bâtiment. Donc on était dans des partenariats relativement doux du coup, puisque les enjeux étaient partagés sur les enjeux d'insertion. Et puis de SS au sens large, parce que vous De avez le SS, statut oui. coopératif, donc c'est intéressant aussi cet ADN ESS entre tous les intervenants. C'est effectivement assez vertueux. Et comment vous vous êtes rencontrés? Quelle occasion? Je me rappelle plus. C'était Je me pendant souviens plus. la ferme du rail. Je pense que c'est moi qui suis venue vous chercher. Je cherchais des couturières pour faire des stores, en fait. Et puis, du coup, Oui, c'est ça. C'était pour la ferme du rail, qui était aussi un autre challenge. Il fallait des stores qui qui puissent protéger du soleil à 30%. Donc, il y a toujours un petit challenge technique. Mais oui, c'est à ce moment-là qu'on s'était rencontrés pour faire ce store qui finalement n'a pas abouti à plusieurs stores. Mais voilà. et Et je là, en pense ce que moment, on est en train de oui, on est en train de confectionner des banquettes aussi pour la Maison des Aveugles qui sont livrées demain pour Grand 8 également. Ok. voilà, c'est des partenariats aussi de longue haleine. C'est ce qui fait aussi ce qui nous permet de mieux travailler d'une fois sur l'autre, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la belle histoire, il y a aussi des difficultés, mais enfin pas entre nous, mais c'est des marchés qui sont bien sûr pas évidents. Le marché du bâtiment est très exigeant, et notamment du point de vue normatif et des exigences de résultats. Mais je suis quand même convaincue que tout ce qui concerne justement ce métier de tapissier, qui est aussi un débouché pour le textile, je pense, au sens plus large, c'est-à-dire il y a les stores et maintenant on va avoir besoin de beaucoup de protection solaire. Et puis il y a beaucoup de textiles finalement dans les intérieurs qui sont beaucoup en matière très lourdement carbonée, plastique, etc., qui viennent souvent de très loin. Donc il y a vraiment, vraiment un intérêt d'investir ce marché. Et je pense qu'il y a moyen aussi d'être concurrentiel sur ces questions-là relativement. Oui. Puis tu me tends une perche, je dis depuis le début qu'on est studio de design, mais on a la volonté aussi de devenir tapissier circulaire dans l'ameublement. Donc c'est vraiment volonté de définir aussi une nouvelle activité et peut-être un nouveau métier sur ces matériaux du réemploi à l'échelle du bâtiment.
Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Pas du tout. C'est une question. Quelle a été la durée en fait pour mener un projet comme ça à la Maison des Canaux? Il y avait beaucoup d'autres ouvrages, donc je ne saurais plus vous dire là, celui-là spécifiquement. Disons que le doublage de l'étage, disons en tout cas entre le moment de conception, mais c'est pas un temps plein de travail, C'est ouais. c'est passé au moment de conception et réalisation, il s'est passé 3 ans. Ah oui, quand même. Mais ça Ça veut n'a pas été 3 ans de production, hein. oui, c'est pas C'est 3 ans qu'on de est, production. c'est à partir de l'appel d'offres, ou en tout cas avant de gagner le marché, on est déjà en contact avec Grand 8 sur les possibilités qu'on a de faire en production. Je pense qu'il y avait 2 mois temps plein, 3 mois. Donc il y a eu un Temps plein, travail ouais, on a nos activités à côté. il y a eu du Intense. sourcing qui a été fait en amont, c'est ce que vous voulez dire, avec des rendez-vous qui ont permis un peu de penser le projet ensemble, enfin de Oui, voir c'est ce que ça, de vous le faisiez. faire valider pour les destinataires, la Maison des Canaux, la ville, Mhm. consolider un peu les propositions, sourcer, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Mhm. Et après, c'était que des ouvrages qui étaient assez innovants. Donc, il y a aussi toute la mise en œuvre de partenariats entre différents ateliers. Pour les parois acoustiques, c'était vraiment aussi du test sur place. On n'avait jamais fait de parois et qui puissent se relever au plafond. Donc, il fallait trouver la personne qui allait travailler aussi la partie métallique qui allait remonter. Nous, qu'on se mette en contact avec cette personne-là pour voir exactement comment est-ce qu'on allait faire le produit. Donc, tout le processus de design aussi, il mêle tout le monde. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, ça devient très technique. Et pareil pour le doublage de tous les murs à l'étage. Par exemple, à la base, on avait prévu de pouvoir livrer des laits de matière. C'est pour ça que cette matière était dessinée comme on la voit sur l'image de gauche, avec des assemblages de laits de matière sur lequel il y avait un graphisme qui était répété. Et en fait, on s'est rendu compte que sur place, la manière dont ça avait été doublé, il fallait qu'on fasse plutôt des panneaux et surtout que ces panneaux viennent épouser de manière parfaite les fenêtres qui étaient toutes différentes. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un sur place qui nous prenne vraiment les cotes et les dimensions pour que nous, on fasse presque une couture 3D qui vienne s'intégrer dans les fenêtres parce qu'il y a un retour en dessous des fenêtres. Donc là, il y a un vrai travail. Nous, notre savoir-faire, il va être vraiment dans la technique et dans la précision des produits. On ne va pas être en capacité, comme Résilience, de faire du produit à 150 000 exemplaires, mais par contre, on sera en capacité de faire du produit très technique et d'avoir un cahier des charges qui soit vraiment dans la volonté d'avoir un produit qui marque un espace au canot. Les parois acoustiques du rez-de-chaussée, les parois bleues, maintenant, toutes les photos sont prises devant, tout le monde sait que c'est les canaux. Quand on voit une image passer sur LinkedIn ou des choses comme ça, on a des designs qui sont assez esthétiquement engagés. Vous avez, non, vous avez évoqué résilience. Est-ce qu'il y a une mesure d'impact qui a été faite sur la plus-value sociale des personnes recrutées pour le projet ou Malheureusement pas, non, non, non. Ça serait quelle très a été bien, mais on observée? n'a plus de bras et d'énergie pour le faire là, malheureusement. Mais bon, il y a une analyse du cycle de vie déjà qui a Oui. été faite, c'est bien, très minutieuse et consciencieuse par un des membres par la ville de Paris. Sur l'ensemble des ouvrages, parce que là, c'est un ensemble, c'est une partie de l'ouvrage, il y a eu la maçonnerie, tout ça. Et l'autre intérêt là, des tapissiers, ce que je voulais dire, c'est que c'est très approprié aussi à un cadre de réhabilitation. On a un grand enjeu dans le bâtiment par rapport aux défis environnementaux, c'est de la réhabilitation qui est à venir. Et ces processus pourraient être, bon là, on est dans un cas très spécifique, mais justement qui avait la capacité d'adaptation qu'on n'aurait pas trouvé chez d'autres acteurs à un bâti spécifique. Mais on peut imaginer que avec une préfabrication, il pourrait y avoir un système de doublage beaucoup plus presque d'une manufacture, pour ne pas parler d'une industrie, mais ce serait envisageable de pouvoir baisser les coûts aussi de cette manière-là.
Et puis, dernière chose, je voulais dire que les résilientes ont aussi participé au programme de formation qu'on a mené sur ce projet et qui se développe encore aujourd'hui dans le cadre des FIDIS en partenariat avec avec la ville de Paris et d'autres acteurs, de formation au métier circulaire, justement, dans le bâtiment. Donc, il y a maçon, il y a menuisier et il y a tapissier aussi. Et on va reconduire la formation là bientôt avec IFIDIS et les résidents. Ce serait possible d'avoir peut-être les infos concernant cette offre de Oui. formation qu'on pourrait peut-être relayer. Je vous envoie ça. Ben, merci beaucoup pour votre intervention. C'est très intéressant. Et puis on va passer au témoignage suivant de Travail et Vie, Hugo, qui est l'encadrant technique de Travail et Vie. Oui, bonjour. Bonjour Hugo. Alors, on n'a pas trouvé de photos sur LinkedIn. Pardon, excusez-moi. Alors, donc, Travail et Vie, c'est donc une association qui est sur 3 structures d'insertion. Donc, on a une entreprise d'insertion qui est dans le secteur du bâtiment, comme ça a été mentionné tout à l'heure, et 2 chantiers d'insertion, donc un en agriculture urbaine, qui est la ferme du Rail dans le 19e arrondissement, et puis la blanchisserie que je vais vous présenter ici. Donc, on peut passer à cette suivante si vous voulez. Donc, nous, la particularité de notre chantier d'insertion, c'est que c'est destiné à un public exclusivement féminin. Voilà, donc, on a décidé de réserver nos postes en insertion vraiment qu'à des femmes. C'était pas le cas au début, mais c'est venu à force de voir les différents parcours qui nous venaient. On a notamment beaucoup de personnes qui ont eu des parcours de vie très compliqués dans la rue ou des migrantes. Donc on a décidé de réserver toutes nos places d'insertion sur la blanchisserie aux femmes uniquement. Donc on a actuellement 7 postes en insertion et une personne qui relève aussi du dispositif premières heures de la ville de Paris, donc qui est là que quelques heures par semaine. Voilà, et encadré par une personne, donc en l'occurrence moi pour l'instant, mais c'est que temporaire, sinon c'est habituellement Jeanne Couvreur qui est en voyage en ce moment. Donc pour vous présenter rapidement un peu le fonctionnement d'une blanchisserie, donc on collecte et livre nos clients, donc on travaille avec des clients qui sont principalement dans Paris, mais également un petit peu en banlieue parisienne. Et donc, on essaie un maximum de travailler avec une collecte et une livraison qui va s'effectuer au même moment, c'est-à-dire que notre chauffeur va livrer le linge propre et récupérer le linge sale par la même occasion. Et donc, une fois que le linge revient chez nous, il arrive en zone sale. Donc, à ce moment-là, on a une personne qui va s'occuper de faire un inventaire de tout ce qu'on récupère et de trier en fonction des besoins de nettoyage pour après être mis en machine. Et après, toute la deuxième partie du travail se situe en zone propre. Donc là, on a tout ce qui est séchage, repassage, etc. Donc, on peut passer à la slide suivante. On verra une photo qui sera peut-être un peu plus parlante. Donc là, on est sur la zone sale où on voit donc c'est toute la zone qui est dédiée vraiment au tri et au stockage du linge sale. Et on a nos 3 machines ici qui sont donc des machines traversantes. Donc on va mettre le linge sale de ce côté-ci et le ressortir par une deuxième porte au niveau propre, donc pour éviter tout contact entre le linge propre et sale. Donc après au niveau de la zone propre, donc on voit ici nos quelques machines. Donc on a 2 séchoirs et 2 calandres. Donc, c'est des machines qui vont permettre de sécher, repasser et puis plier en partie donc le linge qui est type drap. Donc, tous les linges un peu grands et plats, on va dire,
sans accroc, sans partie métallique, ce genre de choses. Et donc, on a 2 calandres comme ça et puis 2 sécheuses classiques. Et après, donc, c'est toutes donc, les salariés donc récupèrent le linge propre, vont le sécher et donc le repasser au besoin. Puis après, il est plié manuellement et il est recompté, mis en sac et donc elles éditent à ce moment-là un bon de livraison. Donc on a un suivi tout du long pour ne pas donc pour déjà facturer la prestation qui est vraiment effectuée et puis surtout éviter de perdre du linge et de mélanger les clients parce qu'on a de nombreux clients différents. Euh, donc, pour ce qui est de nos clients, justement, on travaille avec une soixantaine de clients différents. Euh, la plupart sont des clients réguliers où on va faire un passage toutes les semaines, voire plusieurs passages par semaine. Donc, jusqu'à notre plus gros client où on passe 4 jours par semaine. Et donc, on peut les répartir en 3 grandes catégories pour la plupart. Donc, on a énormément d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc avec des maisons de retraite, des foyers pour handicapés, des CHRS, des CHU, donc beaucoup de centres d'hébergement notamment. On a un autre gros pôle qui est les hôtels. Donc là, on a une dizaine d'hôtels avec lesquels on travaille qui donc représentent beaucoup en volume, mais en fait, c'est des linges qui est très facile à traiter, donc les draps plats, ce genre de choses. Et ce qui va assez vite, donc finalement, c'est un volume qui est assez gros, mais qui en termes de temps de travail est plutôt faible comparé à ce qu'on traite. Et donc, on a aussi quelques restaurants, donc pareil, une petite dizaine de restaurants. Donc là où on va faire plutôt tablier, nappes, serviettes, ce genre de choses. Donc ouais, la particularité un petit peu de la blanchisserie au niveau des clients, c'est qu'on travaille avec beaucoup de clients différents, notamment donc pour le type de linge qu'on traite. Donc on a plus d'une cinquantaine de références de linge différents qu'on traite, et puis aussi par leur taille. On a des clients qui sont extrêmement petits, où on va, on va nettoyer, on va passer une fois tous les 2 semaines, par exemple, dans des biocups dans le 19e arrondissement pour récupérer quelques tabliers et quelques torchons, alors qu'en comparaison, on a des clients où on fait 50 à 100 kilos de linge par journée parfois. Voilà. Pour ce qui est de nos clients, on peut passer à la suivante. Donc, on a déménagé très récemment. Avant, on était situé dans le 10e arrondissement. Et donc, on s'est plus ou moins fait virer de nos anciens locaux, qui étaient de toute façon assez exigus. Donc, on a profité pour déménager dans quelque chose d'un peu plus grand, à 4-18. Donc, ce qui nous a permis de revoir un petit peu notre façon de fonctionner, de revoir aussi notre parc de machines qui était extrêmement vieillissant et qu'on s'est pas mal modernisé pour l'occasion. Donc ça nous permet déjà d'avoir gagné pas mal en efficacité. Donc on a une capacité de traitement de linge qui s'est nettement accrue. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on traite en ce moment entre 350 et 400 kilos de linge par jour et on peut monter facilement jusqu'à 500. Donc c'est à peu près, c'est l'objectif fixé dans les prochaines années, c'est de monter progressivement en niveau. Donc ça, c'est permis grâce aux nouvelles machines qui donc, sont un peu plus grosses et plus efficaces, et puis grâce au fait qu'on ait beaucoup plus de place. Ce déménagement nous a permis aussi d'offrir de meilleures conditions de travail à nos salariés en termes de gain de place. Puis pareil, donc, les nouvelles machines sont bien plus ergonomiques, plus adaptées à notre travail. Ça, c'est vraiment un changement qui s'est grandement ressenti avec le déménagement.
Et puis enfin, on en a aussi profité pour essayer de travailler sur notre empreinte environnementale. Donc la blanchisserie, outre la partie livraison sur laquelle donc, on travaille à côté, on est en train d'essayer de passer une partie de nos clients en livraison à vélo. Mais sinon, c'est une consommation d'énergie et d'eau assez importante. Et puis aussi pas mal de produits qu'on appelle ça des produits lessiviels, euh, différents et pas forcément très bons pour l'environnement. Donc avec une nouvelle machine, on a pu basculer sur des produits qui étaient labellisés avec un impact plus faible. Et on est censé gagner sur notre consommation d'énergie entre 15 et 20%. Donc ça, c'est une étude qu'on va mener là, au cours de cette année pour voir si effectivement on s'est amélioré sur ce point. On peut passer à la slide suivante. Et donc, du fait aussi qu'on ait gagné en espace, on essaye de développer des nouvelles activités. Donc ça, c'est une volonté qui est là depuis quelques années pour proposer en fait à nos salariés d'autres d'autres activités qui vont un peu plus les challenger, leur permettre de prendre un peu plus d'autonomie parfois. Donc là, on creuse pas mal de pistes différentes pour essayer de trouver des petites activités d'à côté. Euh, donc on est depuis un an, on propose des services de nettoyage de locaux. Depuis quelques mois, on développe la livraison à vélo. Donc on travaille avec la ferme du Rail qui, eux, ont des vélos, des tricycles, comme on peut voir sur la photo ici, pour la collecte du compost. Donc, on essaye de mutualiser un peu nos forces pour pouvoir proposer cette nouvelle activité. Et puis, on a d'autres points un peu plus incertains. On pensait peut-être faire un point relais colis pour proposer aux filles de la blanchisserie, donc une activité vraiment annexe qui leur permettrait de travailler sur des surfaces un peu numériques et de sortir un peu du linge. La blanchisserie, c'est une activité qui est assez intéressante en insertion parce que c'est quelque chose qui peut être très basique. Donc sur le poste de calandre par exemple où il faut juste insérer voilà, quelque chose d'assez calme et basique d'insérer le linge dans la machine pour qu'il soit repassé. Mais ça peut aussi demander sur les postes beaucoup plus d'autonomie et de rigueur. Mais c'est vrai que ça peut être vite un peu redondant et au bout d'un an d'activité d'insertion, c'est souvent intéressant de pouvoir proposer un petit peu d'autres choses pour essayer de les challenger et se trouver un peu un- une suite de parcours. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est de la présentation de notre activité. Juste peut-être un dernier point sur donc la partie appel d'offres et marché public. Nous, on est quand même une blanchisserie assez petite, donc on se retrouve avec on a des clients qui sont pareil assez petits. On peut pas traiter un énorme volume de linge. Et donc, ça fait qu'on n'est pas habitué du tout à répondre à des appels d'offres et des appels à projets. Et souvent, on n'a pas la capacité de répondre tout seul. Donc, c'est comme ça avait été évoqué tout à l'heure, ça nous demande de se grouper avec d'autres structures éventuellement ou de faire de la sous-traitance parfois, et d'arriver en acteur sous-traitant. Euh, mais dans ce cas-là, en fait, on vient nous chercher uniquement si dans l'appel d'offres, il a été bien mentionné que les donneurs d'ordre recherchent à valoriser l'insertion. Et voilà, donc il faut qu'il y ait un peu des clauses sociales en fait pour qu'on ait accès à ces marchés en général. Voilà. Tout à fait. Merci Hugo. Et puis il peut y avoir aussi des marchés sur des montants un peu plus petits aussi, qui soient calibrés. Tout est question de sourcing en amont.
parce qu'un marché, c'est vrai que ça a l'avantage sur 3-4 ans de donner une activité, de pouvoir recruter des personnes et de sécuriser un peu le carnet de commandes. Donc, on avait une personne dans les inscrits qui voulait lancer une consultation en blanchisserie. Est-ce qu'elle est là à tout hasard? On a 10 personnes qui ne sont pas venues, mais qui voudraient nous présenter son projet. Je ne pense pas qu'elle soit là. En tout cas, on pourra lui transmettre tes coordonnées, Hugo. Bien sûr. En tout cas, c'est intéressant ce que tu évoquais sur le côté redondant et la recherche aussi d'autres activités pour développer d'autres compétences, comme le numérique aussi. C'est vrai que c'est facile pour nous enfin, on pense que tout le monde lit et écrit facilement, mais il y a des personnes en Ouais, parcours qui peuvent adapter nous, c'est un grand sujet sur notre public, la barrière de la langue. On, on a la plupart des personnes qui arrivent chez nous ont des difficultés avec le français, voire quand ce n'est pas simplement avec l'écriture. Donc là, par exemple, on a une femme d'origine roumaine qui est analphabète, qui a jamais appris à lire ni à écrire, même en roumain. Donc c'est ce genre d'enjeux qui sont sur un peu plus compliqués à gérer. Mais du c'est pour coup ça que ça permet des différentes activités permettent une montée un petit peu en compétences un peu nivelées, quoi. ben, on te remercie pour ta présentation. Merci. Euh, Je crois que je vais peut-être un petit peu arrêter le partage. Du coup, on a eu l'occasion aussi de, voilà, par ces témoignages, de vous présenter un petit peu concrètement de l'intérieur, par ce dernier témoignage aussi, l'accompagnement, la structuration de l'activité aussi à travers ces différents témoignages et sur la capacité des structures de l'IAE à accompagner des publics, à avoir un impact social, environnemental et territorialisé aussi, et leur capacité à développer leur activité sur des demandes techniques et et performantes aussi, et leur capacité à se structurer aussi à travers le modèle résilience aussi, hein, mais cette volonté de travailler ensemble pour mutualiser les compétences, pour mutualiser les ressources humaines, les savoir-faire et répondre à un cahier des charges voilà, plutôt technique et exigeant. Donc l'idée à travers ce webinaire-là aussi, hein, c'était de pouvoir illustrer concrètement les types de coopération qui peuvent se développer à différentes échelles, très locales ou plus largement à l'échelle régionale, voire voilà, nationale dans certains cas. Et on l'a vu avec résilience sur l'activité masque, qui même si ce n'était pas le support de témoignage aujourd'hui. On a vu comment une crise peut amener aussi à créer des perspectives économiques importantes et à valoriser la production locale. Les structures d'insertion, en fait, créent des emplois non délocalisables, vraiment locaux. Là, on le rappelle un petit peu entre nous, mais c'est le message qu'on fait aussi toujours. On parle toujours, hein, je veux dire, une structure d'insertion financée par l'unité départementale, enfin, la représentation de l'État sur un département, à des salariés qui vont être recrutés du département pour retrouver un emploi pérenne. Donc ça, c'est Là, puis avec ces grands enjeux aussi sociaux et sociétaux auxquels voilà, on doit répondre collectivement. Là, on est sur l'activité textile avec l'impact qu'a rappelé Mehdi, voilà, assez fort, avec des gros enjeux d'avenir sur lesquels il est presque urgent d'intervenir. Donc voilà, l'idée, c'était de présenter les solutions euh, possibles. Ce qui est intéressant, c'est on pourra peut-être faire en même temps que le replay et puis une restitution un petit peu chronologique, faire une petite note pour récapituler un peu tout ce qu'on a dit, parce qu'on a évoqué pas mal de points.
assez important concernant les enjeux de cette filière à l'échelle francilienne, mais aussi à l'échelle nationale. Voilà.